Et bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Radio Fringale pour la dernière émission à chaud, le dernier débrief de la saison, avec pour vous, chers auditeurs et auditrices, non pas une classique débriefée, mais deux classiques, les deux classiques aux feuilles mortes qui ont eu lieu le week-end dernier, avec bien sûr, dans un premier temps, le honneur au monument, le monument Il Lombardia, voilà, on a vécu une belle course, et également le lendemain, la classique aux feuilles mortes française, Paris-Tours avec son nouveau parcours depuis quelques années, les chemins de vigne, qui nous a régalé et offert une formidable surprise. Donc on va débriefer tout ça tous ensemble pendant une petite heure normalement. Pour m'accompagner ce soir dans ce débrief, un spécialiste de l'automne, je ne sais pas, il faudrait peut-être te poser la question, mais en tout cas c'est bien Titien qui est avec moi. Salut Titien, comment vas-tu ? Salut tout le monde, salut Adri. Bon, écoute, moi l'automne, je sais pas parce qu'en fait, pour rien te cacher, je suis aux Bahamas. En fait, ce qui m'est arrivé, c'est que comme j'avais prévu que Riley Sheehan il allait gagner et j'avais vu la cote hyper intéressante, j'avais mis un peu tout mon pactole dessus. Et bon, je vous annonce qu'aujourd'hui, j'ai plus besoin de travailler. Je suis sur une Ok. plage, tout va bien. Non, non, Donc non, plutôt que tout ça c'est. d'investir dans Radio Fringale, du coup t'as préféré te barrer aux Bahamas. Mais Voilà, je voilà, retiens, je voilà, je suis retiens. désolé, On le mais. dira pas à la torne, hein, Non. promis. Non, malheureusement, je suis comme tout le monde, je ne l'avais pas vu venir et du coup, je suis toujours chez moi, rien n'a changé. Mais en tout cas, on a eu de belles classiques et c'est cool de pouvoir débriefer de ça avec toi aujourd'hui. Ouais, c'est vrai qu'on a eu deux belles courses, donc on va commencer, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, par le Tour de Lombardie. Avant, je vais faire quand même une petite réclame, comme on dit, si c'est la première fois que vous nous écoutez, bienvenue. J'espère que l'émission va vous plaire. Vous pouvez bien sûr vous abonner, mettre un petit pouce si l'émission vous plaît pour soutenir, et même ceux qui ont l'habitude de regarder, vous pouvez mettre le pouce, bien entendu. C'est également possible d'adhérer à l'association Radio Fringale pour nous soutenir. Donc tous les liens sont dans la description de la vidéo, et voilà, on vous redonnera aussi quelques petites infos durant l'intersaison. Donc en tout cas, merci à tout le monde pour votre soutien. On voit qu'à chaque vidéo, il y a plein de monde qui nous écoute, donc ça fait bien plaisir et ça nous pousse à continuer à essayer de sortir des émissions régulièrement. Ceci étant dit, on va parler du Tour de Lombardie avec la classique qu'on vous avait présentée la semaine dernière avec Titien, 238 km entre Côme et Bergame, la classique qui correspond le mieux aux grimpeurs. L'enjeu qu'on avait évoqué la semaine dernière, c'était qui de Pogačar, d'Evenepoel ou de Roglic, les trois grands favoris, allaient dominer la course, allaient l'emporter, et finalement c'est le plus jeune des deux Slovènes, Tadej Pogačar, qui remporte pour la troisième fois consécutive le Tour de Lombardie. C'était plus arrivé depuis Fausto Coppi. Voilà, performance extraordinaire. À 25 ans, il est déjà triple vainqueur de ce monument italien. Titien, voilà, dans un premier temps, qu'est-ce que tu as pensé de cette course d'une manière un peu plus générale ? Et d'une manière générale, j'ai été très très étonné par le scénario de la course. Alors non pas que je m'attendais à ce que ça bagarre avant le Passo di Ganda, c'était pas le cas. Mais à aucun moment je m'attendais, moi, par exemple, à ce que l'équipe de Primoz Roglic prenne les Jumbo-Visma prennent la course en main. C'est quand même eux qui sont un peu fait comme sur le Tour de France, en fait, ou comme sur les grands tours, c'est-à-dire qu'ils ont roulé. Et je trouvais voilà, que de toute façon, l'équipe Jumbo sur une classique, c'est pas non plus l'équipe qu'on retrouve sur les grands tours. Et ouais, j'ai été très étonné qu'ils prennent la course à leur compte, surtout que Roglic, c'est pas du tout une assurance touriste que sur les grands monuments. En plus, Roglic, c'est souvent un coureur, on l'a pu le voir sur beaucoup de monuments maintenant, et plusieurs fois sur le Tour de Lombardie, qui a du mal quand la course dépasse les 200 km. Pardon, donc voilà, j'ai été étonné que ce soit eux qui prennent la course en main. Ensuite, j'ai été étonné que Pogačar, que je trouvais fringant, mais pas au-dessus de tout le monde, qui puisse partir comme ça dans la descente. Enfin, à partir du moment où moi, en fait, c'était pas parti dans le Passo du Ganda, j'étais sûr de me dire, voilà, c'est un outsider qui va profiter du marquage des deux. Et puis non, Pogačar qui s'envole tout seul dans la descente. Et puis derrière, plus de nouvelles du groupe Evenepoel. Et puis finalement, le groupe Evenepoel est plus celui-là. Enfin voilà, il y a eu pas mal de surprises, en fait, pas mal de choses
qui m'ont étonné sur toute la course. Après, sur le résultat final, voilà, on l'avait dit que finalement, fallait pas forcément se fier au résultat des Trois Vallées Varesines ou du Tour d'Émilie, parce que quand on est sur un monument, on a une distance de plus de 200 km, et là 236 km en l'occurrence, bah voilà, ça fait appel à des capacités qui sont plus forcément celles de l'explosivité ou pas, mais beaucoup des capacités d'endurance et de résistance. Tout ce qui va bien avec Tadej Pogacar, et puis voilà, comme les autres années, il a prouvé que finalement il avait parfaitement préparé son affaire. Parce que certes, hein, il part un peu en facteur dans la descente, mais derrière, ils reprennent rien, quoi. Alors que quand même, je trouve que c'est bien organisé. Donc, c'était pour moi le plus fort. Finalement, c'est lui dit que c'est sa victoire la plus difficile. Moi, je trouve que c'est sa victoire la plus impressionnante. C'est là où il met le plus gros écart avec ses adversaires. Donc, c'est la première fois qu'il arrive tout seul. Donc, chapeau, Tadej Pogacar. Et puis, voilà, finalement pas étonné que ce soit lui qui gagne. Donc, voilà, un mélange en fait de limpidité cette course avec un scénario qui était attendu et la bagarre dans la principale difficulté, mais des choses moi qui m'ont pas mal étonné. Je sais pas ce que tu en as pensé toi, notamment l'attitude des Jumbo. Ouais, non, c'est vrai que les Jumbo, ils auraient à juste titre pu laisser un petit peu plus les autres équipes bosser, et notamment, bah voilà, je trouve que les UAE, après, a raison, hein, ils n'ont pas forcément beaucoup roulé ou assumé. Voilà, on a vu la Quick Step embrayer à un moment. Et les UAE sont un petit peu restés, bah, finalement, ont couru peut-être un petit peu plus intelligemment. Ils sont découverts quand Damiette s'est attaqué. Du coup, ça a permis à Pogacar de faire un petit peu de la patinette pendant une partie de la montée et puis de garder sa cartouche au moment où il fallait attaquer. On a cru qu'ils allaient partir tous les deux avec Vlasov. D'ailleurs, Pogacar aussi l'a cru. Ils se font rattraper sur le sommet. Et puis là, ouais, il l'a bien joué tactiquement en partant dans la descente. Il nous a parfait la même descente qu'il y a 2 ans, où il s'était fait rattraper par Fausto Masnada. Bon, il a dit qu'il la connaissait mieux maintenant, hein, la descente. Mais ça aussi, je trouve que c'est un beau clin d'œil de la part de Pogacar de partir dans cette descente où en fait, il y a 2 ans, il était parti dans la montée. On s'était dit, bon bah ça y est, il est parti, personne va le revoir, il va faire la descente et les 30 bornes qui restent à son aise. Et puis il s'était fait rattraper et il s'était peut-être fait un petit peu peur, je sais pas. Et puis là, ouais, là il a vraiment... il a vraiment dominé ses adversaires du coup grâce à ça. Et après, il a mis du temps à creuser l'écart, mais on a vite compris ensuite qu'ils se sont vite dit bon bah ok, on reviendra pas parce que si moi je roule plus que les copains, bah je finirai jamais sur le podium. Donc à partir de ce moment-là, ils se sont regardés et puis c'était gagné pour Pogacar qui a failli choper des crampes à la fin. Enfin voilà, c'était assez sympa ce final. Bon après, voilà, juste pour rappeler, je crois qu'on l'a même pas dit que le deuxième finalement c'est Andrea Baggioli qui règle ce groupe de poursuivants. Une belle surprise. Et Primoz Roglic qui conserve sa 3e place in extremis, 4e Vlasov. Les frères Yates suivent et Carlos Rodriguez vient prendre la 7e place et dernière du groupe des poursuivants. Et pour compléter le top 10, on a Carapaz 8e, Remco Evenepoel, dont on reparlera tout à l'heure, 9e, et Andrea Askrone 10e, juste devant le premier français Romain Bardet. Donc ouais, voilà, moi j'ai trouvé en tout cas Pogacar qui marque un petit peu plus l'histoire encore, et que finalement je trouve que son équipe a bien joué le coup, mais c'est un peu plus surprenant de voir la tactique des autres équipes de pas laisser UAE un petit peu plus assumer ou d'essayer d'être un peu plus offensif de loin. Finalement, la seule offensive qui a été peut-être un petit peu dangereuse à un moment, c'est celle de Benili, mais ça n'a pas forcément pu profiter à son leader Carapaz. En tout cas, il a eu le mérite d'animer la course. Par rapport à Remco Evenepoel, il est tombé en tout début de journée, il était bien amoché au coude et aux genoux. Finalement, un peu à la surprise générale, alors je sais pas, tu me diras ce que t'en penses, si c'est un peu pour se tester lui ou pour tester les adversaires, et parce qu'il se sentait bien, il a fait rouler ses équipiers. Il y avait quoi, un peu plus d'une centaine de kilomètres de l'arrivée, je crois que c'est ça. Ouais, c'est à peu près ça, ouais.
Et puis finalement, dans la montée finale, dans le Passo di Gandia, il a pas réussi à suivre les plus importantes accélérations. Et puis il arrive dans un troisième groupe. Ouais, j'aimerais bien avoir ton avis, toi, sur. Bon, bah voilà, il est tombé, ça, c'est pas de bol. En plus, c'est tombé devant, à l'avant du peloton. Mais comment est-ce que tu interprètes, toi, c'est un petit peu cette offensive, on va dire, cette accélération en tête de peloton de la Quick Step? Bah, je sais pas trop. À mon avis, ils ont voulu un peu durcir la course. À mon avis, à ce moment-là, Evenepoel se sentait bien. Voilà, encore une fois, Evenepoel, son rôle, lui, c'était également de créer une course de loin. On sait que sur une course d'usure, sur une classique, il est très fort. Et puis quand il est parti, lui, personne ne le revoit. Donc voilà, je pense qu'il a dû se dire, on va tester un peu les adversaires, voir ce que ça donne. Et puis lui-même a dû se dire, quand ses équipiers ont accéléré, que voilà, il était bien, mais et qui était peut-être pas si bien. C'est pour ça que derrière, ils ont arrêté de rouler. Mais je pense aussi tout simplement que son équipe n'avait pas les moyens non plus Mhm. de créer une course d'enfer. Et peut-être qu'aussi, ils ont un peu voulu donner le change. Et peut-être qu'à ce moment-là, voilà, Remco savait déjà que ce serait pas pour lui aujourd'hui et qu'il faudrait viser la carte Badjoli. Je sais pas, c'était un peu. Enfin, quand on voit finalement la course à la fin, ouais, c'est ce que je te dis, c'est passé des choses bizarres pendant cette course. J'étais un peu étonné, mais voilà, je pense que peut-être que Remco s'est dit que sa seule chance par rapport à des Pogacar ou à des Roglic qui sont peut-être plus explosifs que lui, quoique il est devenu aujourd'hui aussi, Mhm. mais que voilà, lui, il a toujours gagné ses grandes classiques finalement en partant de loin. Hein. Ouais, Je ouais. vois quand même peu de classiques finalement où quand il joue à la bataille dans la dernière côte, il lâche tout le monde et voilà, c'est quand même un coureur qui est hyper résistant, hyper endurant et qui a des facultés voilà, à tenir dans l'effort assez longues et je pense que voilà, une course lancée de loin, lui, ça lui allait et c'est pour ça qu'à ce moment-là, il a voulu lancer son équipe et finalement, voilà, dans tous les cas, les difficultés qui étaient avant étaient certes difficiles, mais pas assez pour partir à ce moment-là. Il y avait encore, et puis il a bien vu qu'en fait son équipe n'était pas assez forte pour lâcher les collectifs adversaires Mhm. comme Ineos, UAE ou Jumbo. Donc ils ont arrêté aussi pour ça, mais voilà, je pense qu'il y avait cette volonté de tester un peu la concurrence et de le mettre sur orbite, mais malheureusement, en tout cas, pour cette fois-là, ça n'a rien donné. Ouais, ouais. Moi, je pense quand même que c'était aussi une façon de voir comment ses jambes à lui allaient répondre après sa chute et de voir si vraiment il se sentait bien ou pas. Et bon, voilà, visiblement, c'était pas. Alors, soit il avait pas les grandes jambes et c'est pas de chance, mais je pense quand même que la chute a laissé quelques traces. Hein. On sait que les différences de niveau sont tellement infimes. Voilà, sur un monument comme ça, que si tu tombes en début de course, qu'il était quand même bien amoché, c'est pas forcément évident par la suite. Et moi, je me dis que, en fait, le parcours dans le sens inverse, il correspondrait peut-être un petit peu mieux à Evenpool. Parce que il y a ces difficultés plus difficiles avec des plus gros pourcentages plus usants qui arrivent un peu plus tôt. Peut-être que là, ce côté-là, c'était pas assez dur pour lui, pour un Remco au top de sa forme. Je sais même pas Ah, s'il aurait pu les lâcher. je sais pas. Si, pour Ouais. moi, Evenepoel, s'il est au top du top, justement, pour moi, ça lui convient bien parce que après, si Evenepoel il prend 20 secondes au sommet du Passo di Ganda, derrière, on Mhm. le revoit plus. Hein. La portion de plat, quand même, un rouleur comme Remco Evenepoel, elle lui va parfaitement. Moi, je pense justement que ça lui correspond mieux qu'un final hyper explosif ou face à des Pogacar, des Roglic ou d'autres coureurs à leur top niveau. Je suis pas sûr, justement, que tu vois, s'il y a l'enchaînement de Civiglio, Sanfermo de la Battaglia, là, qu'on a habituellement autour de Mhm. Com. Bah là, pour le coup, moi je trouve que ça lui correspond moins. Enfin, en tout cas, je l'ai jamais vu sur un final comme ça, dans une classique, lâcher tout le monde. Souvent, il tente de loin. Et en fait, Remco, sa force, c'est que quand il a pris 10 mètres, c'est terminé, Ouais, quoi. Donc, ouais. ah non, non, moi je trouve que ça lui convient bien. En tout cas, ce final, il convient bien justement un, un mec qui aime partir seul parce que bah, on l'a encore vu aujourd'hui. Hein, voilà, quand un mec s'isole derrière, en fait, c'est ce qui se passe beaucoup dans le peloton professionnel et de plus en plus année après année, je trouve, c'est que en fait, bah voilà, les groupes, soit ils s'entendent pas bien, enfin en tout cas, ils sont toujours, ils arrivent pas à reprendre un mec tout Ils seul. arrivent C'est quand pas à même, revenir. même Ouais, quand ça roule. ouais. Voilà. Donc écoute, moi je sais pas. Et juste parce que du coup on est passé un peu vite sur le sujet, mais moi enfin, ça me tient à cœur d'en parler. Je voudrais revenir sur la jumbo quand même. Je trouve qu'on Ouais, a ouais. vraiment on a deux jumbo. On a la jumbo des grands tours Mm. qui court juste, qui court hyper bien, qui est hyper fringante, etc.
Et puis la jumbo des classiques, alors j'ai envie de dire des monuments, parce qu'effectivement la jumbo a gagné des classiques, mais la concurrence sur ces semi-classiques, je parle beaucoup des semi-classiques belges de début d'année par rapport aux coureurs qui mettaient eux, et ben voilà, elle était jamais vraiment au niveau, c'est-à-dire quand tu avais des Van Aert, des Laporte, en face, tu n'avais pas des Pogacar ou des Remco ou autres Mathieu Van Der Poel. Et par contre, sur tous les monuments, bah, je sais pas, je trouve tout le temps qu'ils prennent la course à leur compte, etc. Alors que finalement, et tu vois encore, c'était très mal joué aujourd'hui parce que ils n'avaient pas de carte. Tu vois, ils avaient Roglic et puis derrière, c'était des Walter, des Benoît, etc. Mais qui ne sont pas des coureurs qui peuvent figurer dans un groupe de 10 en plus de Roglic quand tu as des Pogacar, des Yates, etc. Tandis qu'UAE, ils avaient quand même deux coureurs parmi peut-être les 5 meilleurs de la course. Et du coup, je trouve ça bizarre qu'une équipe comme ça, elle sacrifie l'entièreté de ses coureurs. Et moi, quand j'ai vu la dernière ascension, je me suis dit, bah, ils sont où les Jumbo? Roglic, il est bien seul là d'un coup. Tandis que voilà, les UAE qui n'ont pas eu à bouger de la journée, bah voilà, ils étaient deux, ils ont pu mettre en place leur stratégie. Ils ont d'ailleurs très bien appris de leur erreur du Tour d'Emilie où ils avaient tout joué sur Pogacar. Voilà, ils ont lancé les pions, ils ont lancé Adam Yates et là, Roglic, il était bien mal tout seul voilà, alors que la Jumbo, il serait économisé, ils auraient peut-être pu jouer tactique en envoyant Attila Valter devant, ça aurait pu jouer autrement, mais je suis un peu étonné, et tu vois, c'est pareil sur les classiques de printemps, je trouve que au Tour des Flandres, etc., ils prenaient la course à leur compte, comme si Van Aert, c'était l'archi favori de la course, et voilà, enfin, je sais pas, je trouve ça un peu, en tout cas, alors, ils n'ont pas la même réussite, mais peut-être qu'ils devraient voilà, peut-être courir différemment. En tout cas, je trouve qu'ils recopient un peu ce qu'ils font sur les grands tours, sur les classiques. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est pas forcément ce qui est le plus intelligent et ce qui a le plus marché. Ouais, puis aussi, je pense que c'est sur les monuments comme ça, où ils arrivent avec un gros leader, ou en tout cas qui désigne comme gros leader, comme il y avait au Tour des Flandres. Tu sais, c'est comme s'ils se sentaient obligés de tout axer de forcément rouler pour lui. Et de forcément faire que les équipiers fassent des efforts avant, plutôt des fois que que de se préserver, que de rester. Et puis, enfin, moi, j'ai pas le souvenir, mais faudra me dire si j'ai oublié quelque chose, de voir, par exemple, comme tu le disais, un second couteau, un Attila Valter, attaquer en amont, un petit peu comme l'a fait Adam Yates, pour faire bosser les autres, et puis pour que le leader principal reste au chaud. Et ouais, je te rejoins assez sur cette analyse. C'est un peu surprenant, surtout quand t'as pas la plus grosse équipe sur le papier. Alors, parce que même si Roglic, il était en forme, il avait gagné le Tour d'Emilie, pour moi, enfin voilà, c'était pas forcément le gars avec la plus grosse pancarte comme Pogacar. Et ouais, en fait, c'est un peu les questions. Je me dis des fois, pourquoi prendre une équipe prend la course à son compte alors qu'il y a des équipes plus fortes dans la course. Quel intérêt aussi Roglic avec son explosivité. On sait que quand les courses sont très longues, il a du mal. Quel intérêt lui il a à ce que la course soit dure depuis longtemps. Moi, je pense que c'est plutôt l'inverse, ce qui correspondrait à Roglic. Ouais, Donc, totalement. donc, Je ouais, c'est suis bien surprenant. d'accord. Mm. Ouais, ouais. Mais écoute, voilà. Et puis un mot peut-être sur, par exemple, un Badjoli, tu vois, moi Ouais. j'ai trouvé voilà, hyper impressionnant. Alors il part de la Soudal, il va chez Trek, il me semble Lidl d'ailleurs, qui fait Trek, un oui, incroyable. tout à fait. Chez Lidl Trek, qui fait un incroyable mercato, mais ça, on aura l'occasion d'en reparler à l'intersaison. Mais voilà, Badjoli, très très étonné. Alors moi, tu vois, sur un des trois vallées Varesine, un Tour des Mini, voilà, avec Mhm. ses qualités de puncher, je le voyais bien figurer. Mais cette année, tu vois, il a fait un bon début de saison. Je me souviens, à l'Amstel Gold Race, il fait un top 10. Et puis là, il confirme bien. En fait, c'est un coureur qui est assez inconstant. Je trouve qu'il y a des petits Ouais. trous. Mais quand il marche plutôt bien. Et là, clairement, il passe avec ce Tour de Lombardie. Alors j'espère que ce sera pas qu'un feu de paille, mais il passe un énorme palier parce que c'était quand même plus qu'une course de puncher là. Vu qui on retrouve les frères Yates, Carlos Ah oui, Rodriguez. quand on voit avec qui il C'était que arrive. des gars qui étaient sur le Ah Tour ouais, de c'est France. clair. Hein. Roglic qui a gagné le Giro. Enfin voilà, c'était une course de grimpeurs et voilà. Enfin, il donne des assez belles garanties. Je crois d'ailleurs qu'il a déclaré l'année prochaine chez Lidl Trek se vouloir déjà se focaliser avec une place de co-leader sur les C'est classiques con, ardennaises. il a dû signer son contrat avant le Tour Ah de bah oui, là Lombardie. Il aurait pu avoir un beaucoup plus gros salaire, hein. Ça ah sent, bah là, oui, l'agent, il doit être en train de renégocier comme un ouf. En tout cas, voilà, Badjoli, c'est un coureur que je suivais pas mal, moi, avant qu'il Mm. arrive chez les pros. Et tu vois, chez les pros, il faisait des coups d'éclat. Mais alors que chez les juniors, chez les espoirs, il avait un peu.
un bon niveau de grimpeur. Je trouvais qu'il avait perdu depuis qu'il est arrivé chez les pros. Bah écoute, ça fait plaisir de voir que ce coureur, il retrouve un peu ses bonnes qualités de grimpeur et qu'il c'est pas seulement un puncher de boss de 1-2 km. Donc voilà, encore une fois, j'espère qu'il saura maintenant être constant sur une année, mais en tout cas, c'est super pour lui et il est vraiment au milieu du gratin mondial parce qu'il faut le redire, le plateau de ce Tour de Lombardie en termes de grimpeur, il était royal. Ouais, et puis en plus, ce qui est surprenant avec Badjoli, c'est que jusque-là, ses résultats pour les monuments, donc c'était son 7e monument, il y a eu 4 abandons, il en avait fini que 2, le Lombardie il y a 2 ans où il fait 70e et Milan-San Remo en 2022 où il fait 60e. Donc c'est pareil, même il est jeune, il a 24 ans, on aurait pu se dire, enfin pour moi c'était, tu sais, il rentrait dans la catégorie de coureur, dès que t'arrives au-dessus de 5 heures, 6 heures de course, bah il peut plus quoi, t'as des coureurs, c'est comme ça, ils marchent pas quand la distance elle est trop longue et que les heures de selle elles sont beaucoup plus longues. Et ça aussi je pense que ça doit lui faire du bien parce qu'il avait jamais vraiment été en réussite sur les monuments jusque-là. Donc ouais, c'est sûr que s'il arrive à avoir un beau statut l'année prochaine chez Lidl Trek, ça peut donner vraiment des choses intéressantes et je pense que ça va le mettre énormément en confiance. Ouais. Après, moi, je me méfie toujours aussi des résultats d'un Tour de Lombardie. J'oublierai jamais que Oliver Zog a gagné le Tour de Lombardie Ah, en 2011. 2011. Ah, ça Ouais, c'était. non, mais voilà, je n'oublie pas ça. Et j'oublie C'était pas magique. je crois que c'est sa seule victoire d'ailleurs en carrière, si je dis pas de bêtises. Donc, C'est possible, c'est un truc qui peut se c'est vérifier possible. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est sa seule victoire en carrière, mais Donc quelle bon, victoire! voilà. Ah oui, oui, non, mais c'est clair. Mais bon, voilà, en fin de saison, voilà, il y a toujours des coureurs qui arrivent à sortir du lot. Et donc voilà, on espère pour Badjoli qu'en tout cas, c'est la confirmation que Lidl Trek, ils ont bien flairé le bon coup. En tout cas, c'était bien de voir ce coureur au milieu de tous ces cadors parce que derrière, c'était du très lourd. Et un mot sur Vlasov aussi que j'ai trouvé un peu, alors je dirais loin en disant qu'il a traîné sa misère, mais que j'avais trouvé impressionnant en 2022 et que je trouvais très en retrait, plutôt en second couteau en montagne et sur les terrains un peu vallonnés cette année. Tu vois, la Vuelta, il m'avait pas impressionné. Au Giro, il avait abandonné. Début de saison, c'était pas fringant. Et puis là, depuis une semaine, il vit sa meilleure vie. Et il était au niveau de Pogacar sur la dernière bosse. Donc, il était très, très fort. Donc, est-ce que, voilà, bon, désolé pour lui, hein, la saison se finit, mais est-ce que, voilà, il arrivera à retrouver ce niveau de manière assez constante sur la saison 2024, pardon. En tout cas, Vlasov, je pense que, voilà, c'est un très, très bon coureur, mais qui a du mal également à garder un très haut niveau sur une longue période. Donc, est-ce que c'était simplement cette semaine comme Enric Mas l'avait en dernier, ou est-ce qu'on va retrouver du très gros Vlasov l'an prochain? Voilà, ça ouvre aussi quelques questions. Ouais, à voir. Bon, après, je maintiens quand même que ce coureur, j'ai l'impression qu'il a un plafond qu'il n'arrive pas à dépasser. Et alors même si là, il a quand même, c'était le seul à pouvoir suivre Pogacar sur son accélération, donc il était vraiment en grande forme. Mais quand il s'agit d'avoir vraiment des top résultats ou ou des victoires, je sais pas, j'ai l'impression, ou des grandes victoires en tout cas, j'ai l'impression qu'il lui manque toujours un truc. Donc on verra l'an prochain, hein, parce qu'il sera dans la Bora avec Roglic. Alors ils seront peut-être pas alignés sur les mêmes courses à mon avis, mais ouais, à voir. Mais moi c'est un peu ce que j'avais dit dans la preview. Pour moi, Vlasov, il a un plafond qu'il n'arrive pas forcément à percer. On peut parler un petit coup des résultats des Français. On en avait parlé rapidement dans la preview. Premier Français, Bardet, 11e. On avait parlé de Barguil qui finit un petit peu plus loin, la 24e place. Je sais pas que dire. On les a pas beaucoup vus quand même. Non, on les a pas vus du tout même. Et bon, après, on l'avait dit dans la preview, hein, on s'attendait difficilement à voir un Français dans le top 10. C'est ce qui s'est passé. Ils n'ont pas été acteurs et oui, ils n'ont pas été acteurs avant que la bagarre se lance, après non plus. Donc bon, voilà. Ce qui est un peu dommage en plus, c'est qu'hormis David Gaudu, on avait un peu toutes nos meilleures chances sur cette course. Mais entre les jeunes, bah voilà, qui sont un peu tendres, des Romain Grégoire, des Lenny Martinez, qui à mon avis, on l'a vu pour Lenny Martinez, hein, lâché très tôt, commence à être lessivé d'une première saison chez les pros. J'espère qu'ils l'ont pas Romain trop Bardet. cramé quand même. Ouais, on sent que c'est dur là, à la fin de saison. C'était peut-être. En fait, je me dis avec le recul,
est-ce que après la Vuelta, c'était nécessaire de les faire enchaîner sur les classiques italiennes? Non. En fait, le C'était peut-être problème, too c'est much. que la Groupama, ils ont pas beaucoup de grimpeurs en plus dans leur effectif. Donc, je sais pas. Après, c'était Ouais, peut-être une mais volonté de ces coureurs de découvrir l'épreuve. Toujours est-il que voilà, ils hmm. étaient complètement cramés et qu'on a dû compter encore sur les solides Bardet, Barguil, voilà. Mais qui, depuis le Clément début de Berthet fait l'année. une belle 16e place. Clément Berthet, ouais. Ouais, Ça, qui c'est était déjà présent l'an dernier hein, c'est sur le à Tour de noter Lombardie, qui était dans le dans top les 20 jeunes. aussi. Ouais. Et lui, pour le coup, Ouais. il a fait le tour. Et après, bah, il a enchaîné avec la Classica San Sébastien. Après, il s'est reposé. Il s'est focalisé sur sur la dernière partie de la saison, sur le Tour de Lombardie. Je pense que c'est aussi pour ça qu'il est arrivé dans une meilleure forme que Lenny Martinez, par exemple, qui lui a fait la Vuelta à son premier grand tour et puis a peut-être eu un peu plus de mal à enchaîner. Bon, il y a aussi forcément hein, la dernière course de Thibaut Pinot. On en reparlera peut-être dans une autre émission. Mais en tout cas, ils nous ont encore fait un super virage Pinot. Mais là, c'était vraiment n'importe quoi quand on voit les images. Quand Pinot est passé, il y a les policiers qui essayaient de les retenir. Les policiers, ils se faisaient balancer de tous les côtés. Les coureurs derrière, ils ont été obligés de mettre pied à terre parce que tout le monde était autour de Pinot. Ouais, c'était n'importe quoi. Une fois de plus, j'ai jamais vu ça dans un final de course, même si forcément, hein, c'était pas les premières positions. Mais c'était encore assez extraordinaire quoi, ce que les supporters de Thibaut Pinot lui ont réservé. Oui, oui, bah, c'est super, franchement, c'est des belles images de vélo. Voilà. Bon, je suis un peu déçu de ne pas avoir vu Thibaut Pinot acteur sur la Mm, course. À minima, voilà, peut-être en amont, tu vois, quand des Ben Illy ou Oscar Only ont attaqué, il aurait peut-être pu suivre à ce moment parce que je pense qu'il se doutait déjà que qu'il jouerait pas la gagne. Mais écoute, c'est comme ça. Et puis voilà, ça, j'ai vu des belles images de Thibaut Pinot acclamé là, par les supporters dans la montée. Donc voilà, c'est super, c'est un bel hommage à ce coureur voilà, qui sort quand même par la grande porte, qui a fait une belle saison avec une cinquième place sur le Giro, le maillot de meilleur grimpeur. Voilà, et bah, c'était une fin de saison un peu plus difficile, mais malgré tout, voilà, c'est une super image où tu le vois finir avec ses coéquipiers, avec Rudy Mollard, avec Quentin Paché, je crois. Enfin voilà, ouais. tu sens que voilà, Thibaut Pinot, c'est un coureur qui, comme il dit, hein, c'est peut-être pas le meilleur cycliste du monde, il est peut-être pas champion du monde, mais c'est peut-être le numéro un dans le cœur de pas seulement que les supporters français, mais de beaucoup de supporters du cyclisme en Mm. général. Donc voilà, merci pour tout ce que tu as fait, Thibaut. Et puis voilà, je pense il a plein de projets. Il a l'air très heureux de prendre sa retraite sportive et de se consacrer à d'autres projets. Donc merci à lui pour tout ce qu'il a fait. Et puis bonne chance pour ses nouvelles aventures, on va dire. Ouais, j'ai l'impression quand même que c'est même un soulagement pour lui de quitter ce monde du cyclisme professionnel dans lequel il se ressent moins en moins, même s'il a toujours été en décalage. Je pense que au fil des ans, c'était devenu de plus en plus compliqué pour lui d'avoir cette vie de cycliste professionnel et puis d'appartenir aussi à ce milieu avec ses codes, avec cette façon de vivre qui finalement lui correspond pas du tout. Donc je pense qu'il y a quand même un soulagement de sa part. Voilà, l'attention médiatique qui déteste, là il en a jamais eu autant. Donc voilà pour Pinot. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter encore sur ce Tour de Lombardie, un coureur dont on n'aurait pas parlé, que tu avais envie de mentionner? On en a parlé, mais j'avais envie d'en reparler quand même. Ouais. Bah, c'est Tadej Pogacar, le vainqueur quand même. Bah, quel coureur, franchement, enfin, Oui, c'est vrai qu'on j'ai on a jamais vu quasiment ça pas parlé depuis. du Non, vainqueur ouais, en voilà, fait. on l'a vu survoler parce qu'on est habitué à ce qu'il gagne, mais encore une fois, il gagne avec la manière. Enfin voilà, il prend ses responsabilités. Voilà, il a attaqué, il a tout donné. On sent que c'est un coureur qui donne tout à toutes les courses et tu vois, on a souvent tendance à se dire que voilà, on est plus du côté de ceux qui gagnent pas parce que voilà, que ceux qui gagnent. Mais Tadej Pogacar, quoi qu'il en soit, quoi qu'on puisse penser de lui, c'est un coureur qui est sur chaque course où il est, qui anime la course, qui donne tout ce qu'il a, voilà, il crée vraiment une émulation autour de lui et voilà, encore une fois, voilà, j'aime beaucoup ce coureur malgré le fait qu'il
il enlève beaucoup de suspense au départ des courses auxquelles il participe. Et je voudrais encore une fois saluer la saison qu'il a fait, parce que alors si à Quelle ça on saison! tienne Mm. l'échec du Tour de France, malgré tout, faut pas oublier que ce Tour de France, il revenait de blessure, il gagne 2 étapes, il finit deuxième derrière un ovni tout simplement. Donc il y a pire Et comme puis échec, on est d'accord? il y a pire, et tout ce qu'il a gagné en début d'année. Et puis Pogacar, c'est un coureur qui s'est aligné, qui a gagné 2 monuments au-delà de ça, qui s'est aligné sur les championnats du monde juste derrière le Tour de France, où il va chercher une médaille. Enfin, il va sur des terrains hyper différents. Il est présent toute la saison. Et voilà, écoute, en tout cas, peut-être que quand le moment viendra pour nous d'élire le coureur de l'année, je pense que, en tout cas, il sera dans ma très, 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 très courte shortlist, parce que voilà, vu ce qu'il a fait cette saison, encore une fois. C'est tout bonnement incroyable, et que pas seulement sur le plan des résultats, mais sur le plan de toutes les émotions qu'il nous fait vivre sur les courses. Ouais, c'est clair, parce il y a la manière avec laquelle il gagne aussi qui est impressionnante, hein, sur les classiques notamment, où c'est vraiment là qu'il a été hyper performant cette année. Son Tour des Flandres est extraordinaire. Il enchaîne l'Amstel et la Flèche Wallonne. On le pense parti pour le triplé, et bam, il se pète le poignet. Peut-être que ça lui coûte le Tour de France derrière. Mais il remporte quand même 2 étapes. Il termine à la deuxième place. Et puis après, ouais, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'après, puis il arrive à se remettre en mode, bah allez, là c'est Tour de Lombardie. Et finalement, après la sortie des championnats du monde, où il disait qu'il était quand même un peu cramé, bah il avait 2 mois pour préparer le Tour de Lombardie, et il a préparé le Tour de Lombardie à la perfection, parce qu'une fois de plus, il était au top de sa forme, et puis il l'a emporté. Et puis ouais, je trouve que de plus en plus, il y a cette manière aussi qu'il a de courir. Là, on le voit. Enfin, voilà, moi, c'est une des premières fois que je le vois tenter comme ça en descente, et faire la descente à bloc. T'as l'impression qu'il n'a pas fini de se réinventer, ce coureur, et puis de toujours trouver des solutions aux problèmes qu'il rencontre en cours de course aussi. Il arrive à s'adapter à ses adversaires, et puis à s'isoler. Et j'étais très content pour lui qu'il arrive tout seul. Parce que du coup, mais tu voyais que lui, il était trop content d'arriver tout seul. En fait, c'était super marrant. Parce qu'il a pu savourer. Il faisait coucou à droite, coucou à gauche. Enfin, du coup, c'était assez sympa. Et ouais, outre le talent du champion, je trouve que vraiment ce gars-là, il dégage un truc qui donne. Enfin, tu sais, c'est le genre de personne qui il sourit, t'as envie de sourire direct. Ah ouais, Et c'est du clair, coup, je suis bien d'accord. il dégage un truc au niveau émotionnel pour les gens qui regardent, les gens qui sont au bord de la route, qui est assez sympa, quoi. Alors voilà, on le connaît pas personnellement, on sait pas s'il est vraiment très sympa dans la vie de tous les jours. Il a l'air, en tout cas, très très dans la déconne. Mais ouais, voilà, en tout cas, il finit sa saison de la meilleure manière possible. 2 monuments sur une saison, c'est déjà la deuxième fois qu'il réalise ça après 2021. Donc c'est quand même hyper costaud, tout ça à 25 ans. On ne sait pas vraiment où il va s'arrêter, mais en tout cas, il a plus que 2 succès à aller chercher sur le Tour de Lombardie pour égaler les 5 succès de Fausto Coppi. On se dit quand même que c'est pas trop mal, parti. Ah ouais, c'est clair. Et petit insider en avance, mais il y a des bruits comme quoi il serait présent ce vendredi à la présentation du Tour d'Italie, et qui pourra en faire le grand objectif de sa saison, Oh, en plus des JO, et pourquoi pas de doubler avec la Vuelta derrière. Mais ce sont que des bruits, en tout cas ah, on verra vendredi si c'est le cas, mais intéressant. pour ensuite encore une fois aller diversifier son palmarès, donc à suivre. Ouais, c'est vrai, parce qu'avec, enfin ça on en reparlera pareil en 2024, mais avec l'enchaînement Tour JO, ce sera peut-être un peu compliqué à faire. Du coup, enfin ou pas d'ailleurs, on sait pas trop, mais en tout cas, ouais, peut-être qu'il va en profiter pour axer sa saison d'une autre façon. Bon, ça va être comme d'hab intéressant à suivre. Euh, Est-ce qu'on enchaîne sur la classique aux feuilles mortes françaises, Paris Tour? Ah,
Bah oui, parce qu'on parle de Pogacar, mais je pense que l'année prochaine, il aura peut-être du mal contre un certain coureur qui a l'air très 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 fort aussi, hein. Un Américain que tout le monde connaissait Ah bien ouais. évidemment au départ de la course. Euh, Ouais, c'était voilà, mais cette course, mais c'était assez dingue. Enfin, franchement, Paris Tour, il y a eu quelques années un petit peu où ça devenait un peu soporifique, même si l'ancien parcours avant qu'il rajoute les chemins de vigne, bah moi j'étais pas forcément contre et c'est peut-être un petit peu mon côté bon côté, un monument du cyclisme, on n'y touche pas trop, mais où bah voilà, je pense qu'aussi il en faut pour les sprinteurs. Il n'y a pas de raison que les sprinteurs ils aient pas le droit de gagner une grande course. Mais pour le coup, de rajouter, c'est pas fait à outrance, je trouve. Ils en ont pas mis toute la course, tous les 3 kilomètres de ces chemins de vigne qui, du coup, font passer par des plus petites routes. Donc il y a toute une stratégie de placement, outre la difficulté des chemins blancs, des chemins de vigne que les coureurs doivent franchir. Ça anime la course et bah, des fois c'est de plus en plus difficile de revenir de l'arrière. Et, et bah là, pour le coup, c'est le surprenant américain Riley Sheehan, stagiaire chez Israel Premier Tech, qui l'emporte au sprint du groupe d'échappés devant Lewis Askey et dernier escapé de l'échappée matinale, qui a été longtemps en tête devant. Il s'est fait rattraper par 4 hommes, donc Riley Sheehan, Tobias Johansen qui vient prendre la 3e place, Joris Delboeuf de Saint-Michel Mavic Aubert 93 et Olivier Legac de la Groupama FDJ. Ensuite, le sprint du peloton est réglé par le champion d'Europe Christophe Laporte devant Tom Van Asbroek, Arnaud Desmar qui ne remportera pas une 3e victoire consécutive sur Paris Tour, Edward Tuns et Paul Pénaut qui, Groupama FDJ encore, qui prend la 10e place. Bah, c'était une course assez folle et vraiment un final hyper haletant où à un moment on s'est dit bah c'est bon, il y a un groupe qui va sortir du peloton, ils vont arriver à s'en sortir. Finalement non, enfin voilà, j'ai trouvé qu'il y avait un beau suspense et vraiment cette victoire assez extraordinaire. Pareil, enfin voilà, même question que pour le Tour de Lombardie avant, ton impression générale sur cette course sur ce Paris Tour? Bah moi j'ai kiffé, hein, j'avoue, franchement, la dernière heure elle a été hyper intense. Alors moi je suis assez fan d'Arnaud Dely et j'étais un peu dégoûté qu'il soit éliminé assez vite sur incident mécanique. D'ailleurs c'était pas le seul coureur, hein. Il y a beaucoup de coureurs, on a entendu qu'on Mm. était. C'est toujours un peu ma réserve sur cette course, c'est que Mm, ouais mm. voilà, bah ça c'est hyper dommage. Et puis en plus sur des petites routes comme ça, quand t'es pas dépanné tout de suite pour rentrer derrière, c'est vraiment Il compliqué, y a que surtout que Christophe Laporte qui arrive à rentrer parce qu'il est tellement facile, quoi. Ouais, ouais, voilà, non, mais du coup, c'est Et voilà, dépanner très vite. c'est toujours un peu le point noir, mais par contre, derrière, ouais, on se régale et franchement, ça a redonné un peu un élan à Paris Tour. Et tu vois, dans les années vers de 2010 à 2020, je trouvais que le plateau, il avait baissé depuis que ça avait quitté Ouais. la première division du cyclisme. Le plateau avait baissé et voilà, je trouve que année après année, là, depuis 3 4 ans, ça revient vraiment bien. Il y a quand même des grands coureurs. Bah, il y a quand même Christophe Laporte, champion d'Europe, qui était là. Arnaud Desmar, qui est sûrement le plus grand sprinter français actuel. Voilà, il y a quand même pas mal de très bons coureurs, Arnaud Delis, etc. Donc, je trouve que ça redonne un peu ces lettres de noblesse à Paris Tour. C'est vraiment une course que tu as envie de gagner. Et ça s'est vu parce qu'il y a eu du mouvement tout le temps. Voilà, on a vu Dylan Van Baarle également essayer de créer des choses pour la Jumbo. Donc voilà, on s'est vraiment pas ennuyé. Et finalement, il y a ce groupe de 4 là, qui est sorti à un moment à la poursuite de Lewis Heskey. Alors, Lewis Heskey qui a fait une magnifique course parce Mm, qu'il mm, était mm. membre de l'échappée matinale. Moi, je m'étais connecté là sur Pro Cycling Stats le matin et je me suis dit, oh là, enfin, Lewis Heskey, je l'avais coché un peu dans ma shortlist de coureurs sur un parcours comme ça qui pouvait faire quelque chose et je me suis dit, pourquoi il est s'enterrer dans cette échappée matinale voilà, une sorte d'échappée publicitaire et puis finalement, bah, il a bien fait parce qu'en fait, le truc sur cette course, et c'est ce qui se passe un peu sur le Tour des Flandres, sur les pavés de Roubaix, c'est que ça flingue beaucoup pendant les chemins empierrés. Ça flingue également avant pour se placer ou dans les petites côtes. Et puis souvent, voilà, ça ralentit. Et quelqu'un qui est devant et qui arrive à lisser son effort, et ben finalement, il résiste bien en fait. Et du coup, finalement, c'était pas si mal joué parce que
Parce que derrière, on voit qu'il y a peu de coureurs en fait qui arrivent à faire des grosses différences. Et par contre, quand tu réussis à sortir, derrière, ça a beaucoup tendance à accélérer, à ralentir, etc. Et ça reprend pas de temps Mhm. sur l'échappée. Donc, très bien joué Lewis Heskey. Malheureusement, il lui en a manqué ensuite un peu pour le sprint. Mais c'est normal hein, quand même, vu tous les efforts qu'il a fait. Mais je trouve que c'était très bien joué. La tactique de la Groupama FDJ, c'est une équipe que j'aime bien, mais que je trouve assez attentiste malgré tout sur beaucoup de courses. Et là, ils ont pris leur responsabilité. Ils ont joué l'offensive pendant toute la course et dommage, c'est pas récompensé. Tout simplement parce que il y a un mec hyper costaud, mais tu vois, j'ai pas souvenir d'une course de Staccabi où on a un stagiaire qui remporte la course. Enfin, je sais pas si tu as un souvenir, toi, mais moi, Non, j'en ai non. pas. Donc Non, 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 c'est assez faudrait. incroyable. Enfin, j'ai pas recherché, faudrait peut-être que ça se recherche dans les stats, mais en tout cas, une course de ce niveau, il y a des stagiaires, hein. Enfin, il y a des gars en tant que stagiaires qui ont gagné des belles courses. C'était un jeune de chez Bastien Tranchon qui avait gagné une étape sur l'année dernière Oui, sur le du Tour Tour de de Burgos. Burgos, voilà, pour une de ses premières courses pro. Mais voilà, je pense beaucoup de bien du Tour de Burgos, mais c'est pas Paris Tour non plus, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis en plus, il gagne avec la manière, quoi. Parce que l'attaque d'Olivier Legac, là, dans la dernière bosse du jour, là, Mm. alors qu'il était plus frais parce qu'il prenait pas de relais, et Chian, qui je trouve revient assez facilement. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, il est costaud. J'étais allé voir sur sa fiche et j'ai vu qu'il avait gagné quelques sprints là sur le circuit américain. Je me suis dit, oh là là, ça sent la victoire surprise. Et effectivement, impressionnant dans le sprint, hein, Lewis Heskey, qui est pourtant un bon sprinter Ouais, qui roulait pas depuis il est pas Bigorre. arrivé à remonter, Il hein. a absolument pas Mm, mm. remonté. Et voilà, donc Et il a pas bah, mâché ses relais en plus avant, hein. ouais, non, non, clairement. Il les prenait, tu vois, à la fin, tu voyais Delbove, il commençait à sauter un petit peu quelques relais. Tu voyais que ça commençait un petit peu pareil. Johansen, qui était un peu plus sur la réserve, lui, il se posait pas trop de questions, quoi. C'est pour ça que c'était aussi hyper impressionnant, à tel point que, moi, en voyant faire ça, je me suis dit, ouais, c'est. Là, dans le final, je me suis dit, ouais, c'est dommage, il roule trop, il va se faire sucrer la victoire au sprint alors qu'il a l'air costaud. Bah non. Ouais, ouais, non, c'est clair. Et puis, non, bah, du coup, c'est cool parce que c'est un peu voilà, ça y est, c'est un peu la tristesse de la fin de saison. Et je trouve, c'est un peu, tu vois, c'est cette victoire qui dit, bah voilà, on peut tous y arriver en fait. Et il peut y Hmm. avoir des mecs inattendus qui vont chercher, tu vois, après une année où, si tu regardes toutes les victoires, c'était du Jumbo, c'était du AE, c'était du Soudal. Et ben voilà, voilà, il y a quand même sur des grosses courses des mecs comme ça qui peuvent sortir de nulle part et aller chercher la victoire de leur carrière et qui vont changer leur carrière parce que je suppose que même s'il a un contrat dans son équipe américaine l'an prochain, je pense qu'Israël, ils vont se charger de faire modifier tout ça et de l'intégrer très rapidement. Enfin, j'ai du mal à le voir Ah retourner bah sur oui, son circuit de critérium américain, là, faut vu la surfer sur manière la dont il vague. gagne. Voilà, donc je pense qu'ils vont avoir une belle compensation, là, son équipe de Denver, si je dis pas de bêtises. Donc, non, bon, Ouais. voilà, en tout cas, moi, ça m'a fait ultra plaisir et voilà, on découvre un coureur. Alors, à voir si ce sera suivi l'an prochain de toujours d'un niveau World Tour qui lui permet de briller, mais c'est chouette d'avoir des surprises comme ça dans le vélo et c'est la beauté du sport aussi. Ouais, ouais, c'est clair. Bah, c'est ça qui est chouette avec les courses de vélo, c'est qu'il ça peut arriver des coups, des coups comme ça, personne s'y attend sur une grosse course, et puis bam, quoi, c'est la victoire devant des costauds. Ouais, je voulais revenir sur la tactique de la Groupama FDJ dont tu parlais tout à l'heure, que là, du coup, ils avaient été un petit peu plus offensifs. Et qu'ils avaient pris bah voilà, les devants. Je pense ce qui a facilité aussi le fait de faire ça, c'est que ils n'avaient pas forcément de grosses cartes pour attendre le sprint comme ils avaient avec Arnaud Desmar les années d'avant, qui maintenant est chez Arkea Samsic. Le sprinter, c'était Paul Pénaud, qui est très talentueux, mais il a que 21 ans, il n'a pas forcément de grande expérience sur ce genre de course, donc c'était risqué de tout miser sur lui pour l'arrivée finale, même si moi je l'ai trouvé hyper costaud, parce qu'il y a un moment quand ça accélère fort, il est en 4-5e position, toujours bien placé, donc je l'ai trouvé vraiment très fort. Il fait 10e au total, donc ça fait quoi? Ça fait 5e du sprint, ça. Donc c'était bien, mais je pense que la Groupama a été plus offensive à raison, hein, parce que justement il n'y avait pas de gros leader derrière et qui pouvait s'offrir la possibilité. Donc ça c'est top, et j'étais un peu déçu pour Le Gac, parce que Olivier Le Gac, c'est
il a 30 piges, il a remporté une seule victoire professionnelle. C'est le genre de coureur toutes les courses, il se sacrifie pour les autres, quoi. Et là, tu sens qu'il était très costaud parce que plusieurs fois, il sautait dans les roues, il allait chercher les types. Et quand il tente le contre, là, quand ils sont en train de revenir sur les Wysocki, d'ailleurs, j'ai trouvé ça assez bien senti parce que c'était dans une bosse, une des difficultés du parcours où il pouvait créer un écart. Et de toute façon, il allait se faire rattraper à ski, donc fallait un petit peu anticiper. Et tu sens qu'il est pas loin, que c'est pas loin qu'il fasse vraiment le trou et puis qu'il puisse partir, que ça se regarde un petit peu derrière. Et puis finalement, il se fait rattraper. Après, normal, il passe Serlem et du coup, c'est lui dans le final qui emmène vraiment le groupe pour s'assurer que ça finisse au sprint parce que Aski c'est quelqu'un qui va très vite au sprint. Bon, malheureusement son jeune leader britannique était quand même bien fatigué de ses presque 200 km d'échappée, mais ouais, en tout cas voilà, je me dis ça aurait été tellement chouette pour le gars, que l'équipier de toujours de l'emporter. Mais bon, voilà, c'est la course. Ouais, et puis un petit mot pour moi sur Tobias Aland Johansen là, qui finit troisième. On se souvient qu'en début d'année, il n'était pas là du tout parce qu'il avait un problème physique depuis le milieu de saison l'an dernier. Donc il revient un peu de loin. Il avait été sur le Tour de France où je trouve qu'il a été bon sur la dernière semaine en montagne. Et puis là, en cette fin de saison, on le retrouvait par exemple sur le circuit franco-belge et puis aujourd'hui sur Paris-Tour. Il prouve que c'est pas seulement un grimpeur, mais c'est excellent. C'est un excellent puncher et un coureur de classique. Et voilà, ça fait plaisir de le revoir à ce niveau. Enfin, moi, je le suis depuis assez longtemps et je trouve que c'est un excellent coureur. Et voilà, je m'étais demandé à un moment si on allait pouvoir le revoir. Et puis finalement, il sort quand même une deuxième partie de saison très impressionnante. Donc c'est très bon signe ça pour revoir un très bon Johansen en 2024. Ouais, vainqueur du Tour de l'Avenir en 2021. Et, ouais, c'est ça. Ouais. Et moi, pour moi, ce coureur, je le cataloguais vraiment beaucoup plus comme un coureur de course par étape de grand tour. Et pour le coup, c'est quand même en train de changer, du moins dans mon esprit. Il finit très fort la saison. Et puis ces classiques ardennaises sont pas catastrophiques. Il fait 15e sur la flèche, il est dans le top 30 de Liège-Bastogne-Liège, donc c'est loin d'être ridicule. Donc à voir, peut-être que ça va lui donner un petit peu des idées pour plus se spécialiser sur les classiques. Je sais pas trop comment il va envisager ça, mais en tout cas ouais, moi j'étais voilà, pour moi c'est beaucoup plus un grimpeur, donc le retrouver dans le final ici, j'étais quand même agréablement surpris. Et ça fait toujours plaisir de voir des coureurs qui ont plus l'habitude d'être sur les courses par étapes, d'aller sur les courses d'un jour, même pas forcément réservées à leur profil comme Paris Tour, et faire des trucs et tenter et être offensif. Moi dans le final, à un moment, quand l'échappée des 5-6 là était des 4-5 plutôt, était devant, j'ai cru qu'il y a un coup qui allait revenir avec Girmay. Je pensais vraiment qu'en fait ils n'arriveraient pas en peloton, qu'il y a des coureurs qui arriveraient à faire la différence et que derrière ça allait un petit peu se regarder. Et il n'y a vraiment pas manqué grand chose. Je me souviens plus le coureur qui lui revient dessus dans le final. Quand il attaque. Je l'ai plus en tête non plus, mais effectivement, c'était revenu vraiment pas loin. Je vais peut-être retrouver ça, je vais réfléchir. Mais ça fait plaisir d'ailleurs, Girmay, parce qu'on le voyait un peu traîner sa misère toute la saison. Et voilà, il prouve qu'il est encore là, et voilà, que c'était peut-être une mauvaise passe en 2023 et qu'il reviendra fort. En tout cas, il était très bon sur cette course. Et voilà, attention, faut pas l'oublier, lui, parce que ce qu'il a fait l'an dernier, c'était quand même assez exceptionnel. C'était Dylan Van Barle, je crois, qui était revenu sur lui. Il était partout. Van Barle, il était partout. Ouais. Et à ce moment-là, je me dis, Van Barle, Girmay, si ça s'entend, si derrière ça se regarde, ça roule pas trop. Puis bon, finalement, ça a pas été comme ça. Mais ouais, Girmay, c'est vrai que déjà quand je l'ai vu dans le final, je me suis dit, tiens, quand même, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu
actif dans un final, il a quand même, il est quand même un peu beaucoup passé à côté de sa saison de 2023 par rapport aux promesses qu'on avait vues en 2022. Ouais, à voir comment est-ce qu'il va rebondir par rapport à tout ça, quel sera un petit peu ses objectifs pour l'année prochaine, mais voilà, en tout cas, ça veut. Bon, voilà, il finit 14e, il finit assez loin au final, mais il était présent et ça faisait quand même. Je pense que ça a dû le remettre un petit peu en confiance parce que, voilà, sur le Tour de France, on aurait pu s'attendre un petit peu mieux. Ensuite, il a un petit peu, sur sa saison des classiques, enchaîné abandon sur abandon, notamment sur des courses qui pouvaient lui correspondre, la Bretagne classique, les classiques canadiennes. Donc, peut-être que ça l'a un petit peu rassuré, en tout cas, cette fin de saison. Ouais, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais rajouter sur ce Paris Tour? Non, non, c'est chouette, c'est toujours une belle course pour Mm. conclure l'année, voilà, avec en plus une course ouverte, les coureurs fatigués, il n'y a pas de trop grosses armadas, donc encore une fois, ça fait du bien de voir ces courses-là par rapport à d'autres courses où, où ça va très vite et où le suspense n'est pas hyper présent. Et je trouve que, bah, écoute, pour conclure l'année, j'ai vécu un super week-end de vélo entre un très beau Tour de Lombardie et puis cette belle surprise quand même sur Paris Tour. Ça m'a fait vraiment plaisir. Donc voilà, moi je suis triste que l'année se finisse, mais elle s'est finie sur une très bonne note avec ses classiques. Ouais, c'est clair que c'était sympa. Puis t'as un peu l'impression toujours que dans ces courses, c'est allez, de toute façon c'est la dernière, donc on donne tout, on tente des Ouais, ouais, c'est trucs, ça. on est un peu plus libéré, on se freine moins. Il y a peut-être moins de pression qu'en début de saison aussi. Et ben voilà, ça amène à des résultats et à des courses sympas comme ça. En tout cas, c'est vrai que on s'est pas du tout ennuyé sur Paris Tour ni sur le Tour de Lombardie. D'ailleurs, ni cette saison d'une manière générale, on s'est quand même pas beaucoup ennuyé. Donc ça, c'était chouette. Voilà, la saison est terminée parce qu'on fera pas d'autres débriefs de la Japan Cup ou autre course par étapes chinoise. Désolé pour les puristes. Mais peut-être un jour quand Radio Fringale pourra nous rémunérer gracieusement. Promis, on fera des débriefs sur toutes les courses, mais là on n'a pas encore la capacité. En tout cas, ça veut pas dire qu'on vous abandonnera lâchement cet hiver. On a plein d'idées d'émissions en tête. On retrouvera nos analyses de parcours de Grand Tour, les Fringale Awards qui vont arriver très bientôt. Également, pas mal d'idées qui germent dans nos têtes pour des émissions. On ne vous en dit pas plus, on vous laissera le plaisir de découvrir ça. On reprendra des concepts déjà faits, on retrouvera d'autres idées. Donc voilà, on parlera aussi sûrement un peu, voire beaucoup de cyclocross, parce que vous savez qu'on adore ça sur Radio Fringale. Donc voilà, plein d'occasions encore de vous parler de cyclisme et de vélo. Merci beaucoup Titien pour cette soirée passée à débriefer ces classiques aux feuilles mortes. Bah, de rien, c'était un vrai plaisir. Et ouais, comme dit Adri, ne soyez pas triste que la saison sur route se finit parce que celle de cyclocross vient de s'ouvrir et on a eu déjà une première manche incroyable. Donc voilà, moi j'ai découvert le cyclocross l'an dernier, je suis tombé amoureux de cette discipline. Normal. Donc voilà, si C'est si vous voulez le coup de foudre. patienter avant le retour du Tour Down Under l'an prochain au mois de janvier, il y a une magnifique saison de cyclocross qui démarre et qui va se prolonger jusqu'à la fin janvier, avec sûrement encore du Van Der Poel, du Van Aert à partir du mois de novembre, du Pidcock, etc. Enfin, en tout cas, voilà. Et puis, pareil, si vous avez des idées, des envies, Carrément. de choses qu'on aborde, n'hésitez pas à les mettre N'hésitez en pas en commentaire de nos commentaire. vidéos, hein. Mm. L'intersaison, ça sert à ça, ça sert à, voilà, à prendre des sujets plus légers, mais également plus intéressants, à faire des débats, etc. Donc voilà, on va plus avoir de courses à analyser forcément pendant 2-3 mois là, mais par contre, on va pouvoir avoir on a plein de choses à vous raconter et puis plein de choses à discuter, donc n'hésitez pas, voilà. Donc, comme on restera très actif, pensez bien à vous alimenter, ne pas choper une fringale en plein hiver dans la période des cyclocross et s'endormir lâchement l'après-midi alors qu'on est crevé et louper ces duels de folie qu'on va sûrement retrouver les week-ends un petit peu du côté de la Belgique. Merci à tout le monde de nous avoir suivis. Si vous êtes encore avec nous, c'est que sûrement ça vous
vous a plu. Pensez au petit like, à vous abonner si c'est pas déjà fait, à nous soutenir aussi si vous le pouvez en adhérant à l'association Radio Fringale. Pensez à vous alimenter car la fringale guette. Merci à tout le monde. Ciao ciao. Salut les copains, des bisous.